12, il y a le projet Target Malaria au Burkina Faso, en tout cas en phase expérimentale. Alors, c'est un projet aussi qui est contesté par notamment une coalition d'OSC également qui lutte contre les OGM. Et aujourd'hui, nous allons recevoir en tout cas ceux qui portent et pilotent ce projet Target Malaria qui vise à lutter ou à éliminer le paludisme au Burkina Faso pour en savoir plus davantage sur le projet et surtout savoir ils en sont où avec la mise en œuvre. Et puis, bien sûr, donner aussi les inquiétudes de certaines organisations. Ça sera l'occasion, à travers notre interview du jour, d'avoir ces réponses-là. Alors, nous recevrons M. Birba, qui est du projet Target Malaria. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Plus tard, il faut le dire, Génération 2000, ce groupe humoristique célèbre 35 ans cette année. Et ça va se passer justement dans quelques jours. Aujourd'hui, nous serons avec Jones de ce groupe-là pour notamment parler encore de 35 ans de carrière de Génération 2000. Avant ça, vous aurez l'information, c'est à travers bien sûr la revue de presse. Vous aurez également la rubrique à la découverte d'eux. Alors, madame, monsieur, fidèles téléspectateurs, voici planter le décor de l'aventure de ce matin. Mais comment débuter l'émission intitulée Bonjour le Faso sans saluer le Faso? Alors, recevez nos salutations. Bonjour, messieurs et bonjour, mesdames du Burkina Faso et partout ailleurs, puisque vous avez la possibilité de nous suivre sur la page Facebook de Savane TV, sur le site internet également de Savane et sur, bien sûr, YouTube. Il suffit tout simplement de taper Bonjour le Faso Savane TV. Merci de nous renouveler votre fidélité. Cette semaine, donc, pour la rubrique à la découverte de, nous nous intéressons au rond-point du 2 octobre qui a un sens politique et historique et qui est naturellement lié donc à la Révolution. Et aujourd'hui, on part pour la rubrique à la découverte de. Nous raconter ou nous donner leurs souvenirs du rond-point du 2 octobre. Nous nous sommes approchés d'anciens enseignants, retraités ou encore d'anciennes personnalités qui étaient là sous la Révolution et tout, pour justement comprendre encore le sens du discours d'orientation politique et le sens de ce rond-point du 2 octobre là que vous contournez juste devant le lycée Marienne Gouabi à Ouagadougou. Alors on va suivre le premier témoignage et puis on revient pour la suite. Le 2 octobre 1983 est une grande date en Haute-Volta, c'est-à-dire l'ex-Haute-Volta qui est le Burkina Faso aujourd'hui. Et c'est le 2 octobre 1983 qu'a été écrit le guide, ce document qui oriente le CNR dans la réalisation de ces programmes. C'est le 2 octobre qu'a été publié le document, le DOP, Discours d'orientation politique, qui est un guide qui fixe les objectifs de la lutte de la révolution. Dans le discours, on voit tout ce que nous nous sommes fixés comme objectif. Si je dis nous, je vais parler de la révolution en tant que telle. Et dans la pratique, tous ceux-là, les révolutionnaires, se sont vraiment donné cette obligation d'accomplir cette mission. Et aujourd'hui, en 2020, si nous jetons un coup d'œil un peu dans le rétroviseur, nous voyons vraiment que grand-chose a été fait. D'abord, moi, en tant que poète, si nous jetons un coup d'œil sur l'image, nous voyons un cercle dans lequel on a dessiné une arme, une houe, des épis, et il y a une roue qui tourne
qui symbolise le dynamisme en tant que tel. Et c'est déjà très important pour définir ce que c'est que cette orientation politique. C'est des activités à tous les niveaux. Et l'arme d'abord symbolise la défense, ça symbolise la sécurité du pays. Les épis de mil symbolisent l'agriculture, les activités, les travaux. S'ils avaient pu atteindre le bout du tunnel, aujourd'hui, nous ne serions pas là où nous sommes. On aurait un peu plus démarré. Nous ne disons pas que nous n'avons pas démarré, mais nous ne sommes pas allés loin. Sinon, ce que les révolutionnaires ont entrepris, que ce soit sur le plan sociologique, sur le plan psychologique, et sur le plan politique, sur le plan économique, ils ont fait grand-chose. Ils ont fait grand-chose parce que nous avons même aujourd'hui des marques. Nous avons aujourd'hui des symboles presque partout. On a des traces vivantes. Et aujourd'hui, tout ce que nous entreprenons, c'est sur le fondement de la révolution. Chaque matin, c'est important de s'informer avant justement de débuter la journée. Alors, Elhadj, bonjour et bienvenue. Bonjour Abletta, bonjour à toutes et à tous. Merci bien. On découvre les titres d'abord. Absolument. Et nous commençons par le quotidien, à la ligne du journal Le Quotidien. Affaire vente de parcelles à Banfora, le magistrat Sidati Yoda rejette l'ensemble des accusations. Évolution de la musique au Burkina Faso, il faut que les artistes acceptent d'aller se former pour se renouveler. Abdoulaye Yeye, nutritionniste au ministère de la Santé, le gingembre est souvent considéré comme un aphrodisiaque naturel dans plusieurs cultures. Meeting de soutien au capitaine Ibrahim Traoré, la CNAVC appelle les Burkinabés à sortir massivement pour dire non à l'impérialisme. À la suite du quotidien, place à un autre quotidien, cette fois-ci celui donc d'État, Sidoya, à la une de Sidoya, initiative présidentielle face au Mero, 450 VDP de la construction prêts pour les chantiers. Diaspora burkinabé d'Italie, le Burkina Faso se porte mieux de jour en jour. Le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré. Commentaire, la réponse d'un peuple. Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Aujourd'hui, le peuple burkinabé assume sa révolte. C'est dans le supplément donc du quotidien. Lutte contre l'incivisme routier, des usagers soumis aux travaux d'intérêt général dans plusieurs villes. Mobilisation mondiale de soutien au capitaine Ibrahim Traoré, des rassemblements prévus en Allemagne, au Canada, au Ghana. Les Waïens promettent une manifestation inoubliable. Après Sidoya, place à l'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso, à la une de l'Express du Faso, village de Kiri, Kande, Zanacardier et Eucalyptus donc oppose une famille. Autant le dire, phénomène Sankara, phénomène Ibrahim Traoré. Dr Léa Paré, chercheur à ISS Ouest et au projet Target Malaria. Pour l'élimination du paludisme, nous devons passer de la passivité à l'action. Meeting du 30 avril 2025, la veille citoyenne lance un appel à la mobilisation. Hausse tarifaire par l'administration américaine, ralentissement des efforts d'industrialisation. Commune de Orodara, Diosogo a désormais son centre de santé Bobo Dioulasso. Les papis et mamies ont marché pour soutenir les FDS et VDP. Et nous poursuivons cette fois-ci avec aujourd'hui au Faso, à la une du journal Aujourd'hui au Faso, Tidiane Thiam, bien ivoirien, mais enrôlé en tant que Français. La lecture de la charte des partis politiques au Mali, une cure drastique en gestation, s'interroge le quotidien. Diaspora burkinabé d'Italie, nous réaffirmons notre soutien indéfectible au président du Faso et au gouvernement. Meeting du 30 avril 2025,
le premier bouclier de IB sonne le corps contre les impérialistes déstabilisateurs. Burkina Faso, Coris Bank International injectera 946,238 millions de francs CFA au fonds de soutien patriotique. Initiative Faso Mebo, 450 VDP prêts pour les chantiers. News du jour, une forte délégation iranienne au Burkina Faso. La CENI dément avoir lancé un recrutement. Le ministre Gilbert Ouedraogo face à la diaspora au Togo. Le conclave pour le 267e pape débute le 7 mai. Coopération bilatérale, le Danemark réaffirme son soutien au Burkina Faso. Nous poursuivons cette fois-ci avec le journal Le Pays. À la une du Pays, meeting de soutien à Ibrahim Traoré. La CNAVC sonne la mobilisation. Afrique libre aujourd'hui ou esclave pour toujours. Gestion minière au Burkina Faso. Au Burkina, Jonas Yen prend le général américain Langlais à contre-pied. Mauvais état d'ouvrage public, plus de rigueur dans l'application des textes révélations. Ambassade des USA à Ouaga, les éventuels fraudeurs mis en garde. Actu Sport, Richard Koné, l'Ivoirien qui a mis la Ligue 1 à ses pieds. Et nous terminons avec le journal L'Observateur Palga, les doyens des quotidiens au Burkina Faso à la une de l'Observateur Palga. Procès président TGI Banfora et deux autres. Je ne reconnais pas avoir vendu des parcelles qui ne m'appartiennent pas. Déclaration du général américain sur le secteur minier au Burkina. Il ment, selon Jonassienne. Succession du pape, début du conclave, le 7 mai. Pollution des ressources en eau de surface. Le mercure à la loupe du psychologue Frédéric Zango. Tension préélectorale en Côte d'Ivoire. La paix sociale vaut bien des compromis politiques. C'est dans la rubrique Regard du quotidien. Initiative présidentielle Faso Mebo. 450 VDP de la construction prêts pour les chantiers. Merci bien, Elage. Et puis, bien sûr, l'actualité est marquée par l'entretien du Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, entretien accordé justement à la presse nationale. Plusieurs points donc, ont été abordés. On va justement prendre point par point. On commence par la situation sécuritaire. D'accord. Il faut d'abord, avant d'aborder bien sûr cette situation sécuritaire, il faut déjà apprécier la forme. Très bien. Vous savez que cela n'est pas de coutume de voir un Premier ministre burkinabé et s'adresser à la nation si ce n'est à l'occasion de son adresse au Parlement pour la déclaration de sa politique générale, pour la citation de la nation, ou suite à sa nomination. Vous savez, par le passé, lorsqu'on nomme un Premier ministre, souvent il fait un point de presse. Mais à l'issue de cela, on n'est pas coutume, effectivement, alors de voir le rôle de la communication gouvernementale, donc adressé, ou de moins accordé, avec cette forme que nous avons vue, avec le Premier ministre. Mais l'exercice qui est inédit, est aussi apprécié à sa juste valeur. Non seulement c'est un communicateur aguerri qui est donc à la manœuvre au niveau de l'équipe gouvernementale, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Sur les fonds, alors, donc ce sont les questions essentielles aujourd'hui qui préoccupent les Burkinabés, qui ont été adressées, qui ont été évoquées par le Premier ministre. Tout d'abord, il y a la question sécuritaire. Et ici, il est donc revenu sur la ferme volonté, non seulement du gouvernement burkinabé, mais aussi du peuple burkinabé, de bouter le terrorisme hors de notre territoire, de procéder à l'installation des PDI, de continuer la sécurisation, n'est-ce pas, des territoires libérés, mais aussi de poursuivre l'équipement des forces de défense et de sécurité. C'est un hommage qui est rendu effectivement au FDS, au VDP, qui abattent un travail considérable sur le terrain. Après cela, il a également il s'est appesanti sur les grands projets gouvernementaux. Nous savons très bien que
Et ce n'est pas seulement le terrorisme qui occupe le gouvernement. Il y a la question donc de l'agriculture, la question de la santé, la question des infrastructures, la question des loisirs, la question du sport, et tout ce qui concourt à faire d'une nation, à faire donc de la nation burkinabé une nation forte, prospère et complète. Pour cela, il a donc souhaité que cet engagement du peuple burkinabé à accompagner, n'est-ce pas, les efforts qui sont déployés puissent se poursuivre, parce que l'action de la dynamique actuelle est fondée sur deux points essentiels. D'abord, la souveraineté nationale, puis, n'est-ce pas, la sauvegarde de l'intérêt supérieur du peuple burkinabé. Lorsque on veut juger du patriotisme, n'est-ce pas, du sérieux d'un gouvernement, c'est sur ces deux aspects-là. Si vous n'êtes pas assez souverain, vous ne pouvez pas vous-même prendre des décisions qui vont impacter positivement la vie de votre pays. Si vous bradez également vos intérêts au profit d'autres structures, d'autres acteurs externes, cela aussi va compromettre votre avenir. Donc, c'est la souveraineté et l'intérêt supérieur du peuple burkinabé. Bien sûr, il y a aussi la question de la refondation qui n'est pas passée inaperçue, parce que la refondation des institutions, c'est cette trouvaille-là qui va nous permettre non seulement de corriger les insuffisances que nous avons pu constater, déceler dans beaucoup de ministères, dans beaucoup d'institutions, et même dans la société de façon générale. Et cela aussi peut participer à remodeler un peu, voilà, le paysage burkinabé, à façonner un peu donc la mentalité du peuple burkinabé. Et cela peut conduire à la justice sociale, parce qu'après tout, vous pouvez mettre en place des structures, vous pouvez engager des grandes actions, mais si cela n'est pas accompagné par une justice sociale, tout cela est voué à l'échec. Il y a également l'autre aspect, et non des moindres, c'est celui de l'économie et de la résilience. Parce que malgré le contexte difficile, le peuple burkinabé a toujours fait montre d'une grande résilience. Il y a un rapport qui est sorti pas très longtemps où on classe le Burkina Faso comme la 4e performance économique de la zone CFA, après la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal, si j'ai bonne mémoire. Ça veut dire, malgré la situation difficile, on a un peuple qui est debout, qui est résilient, qui se bat pour garder la tête hors de l'eau. Donc c'est une économie de guerre. Il a appelé donc à créer une économie de guerre où chaque citoyen contribue à sa manière, à sa façon pour cela. Parce que nous avons vu des nations, on ne souhaite pas la guerre, hein, mais si la guerre vous est imposée, vous n'avez pas d'autre choix que de la mener et de sortir victorieux donc, de cette guerre-là. Donc il faut installer une économie de guerre, faire en sorte que tous les pans de la société puissent donc fonctionner, et ne pas dire que voilà, nous sommes en guerre, par conséquent on met tout en berne. Non, il faut travailler, il faut faire de telle sorte que même s'il y a une guerre qui vous est imposée, que vous puissiez mobiliser toutes les ressources, toutes les intelligences pour que votre pays-là puisse sortir la tête de l'eau. Il y a un aspect aussi important, c'est celui de l'éducation et de la jeunesse. Parce que, quoi qu'on dise, on ne peut pas développer un pays avec des têtes vides, excusez-moi le terme. Il faut qu'il y ait des têtes bien faites et bien pleines pour que, effectivement, les différents projets qui seront échafaudés, qui seront implémentés, puissent être faits par des personnes qui sont bien formées, qui sont bien outillées, qui sont consciencieuses, conscientes, n'est-ce pas, de la mission qui leur est dévolue. Et surtout, la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est le bras valide de chaque pays, de toute nation. Donc si on a une jeunesse bien formée, on vient de lire dans les titres là, les 450 VDP de construction. C'est des jeunes qui étaient là, on les a recrutés, on les a formés pour les envoyer sur les chantiers pour construire le Burkina Faso. C'est une première expérience au Burkina Faso. Et d'abord, avant d'être déployés sur le terrain, ils ont d'abord reçu une formation militaire. Et au cours de cette formation militaire, ils seront, n'est-ce pas, outillés, ils seront sensibilisés sur les valeurs patriotiques, sur les valeurs de la République. Ce sont ce genre de formation qui doit être élargie, étendue à l'ensemble, n'est-ce pas, de tous ceux qui seront appelés à servir le Burkina Faso. Il y a également, bien sûr, la question de la communication gouvernementale. Et Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouédraogo le fait très bien, lui étant un communicateur. Et l'ensemble des ministres, si vous voyez, chacun de son côté
sous le leadership et l'impulsion du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, chacun essaie donc de communiquer autour des projets et le peuple sait maintenant où va l'argent, comment est-ce qu'il a été utilisé. Et cela a donné l'occasion, n'est-ce pas, au Premier ministre Lim Talba de répondre au général américain, soi-disant qui lui a gentiment conseillé donc de se cantonner à sa mission militaire, à ses compétences militaires, et à ne pas s'hasarder sur d'autres domaines au niveau de la manipulation notamment, car comme il a dit, en matière de manipulation, il brille par sa médiocrité. Donc pour effectivement rappeler ce général américain à l'ordre, pour terminer, c'est donc la question des partenaires, notamment la diversification des partenariats. Depuis que le Burkina Faso, qui a assumé sa révolte, comme l'a titré Sidoya, depuis que le Burkina Faso donc, a assumé sa révolte, il a pris l'option de diversifier ses partenariats. C'est dans ce sens que nous pouvons voir des partenariats fructueux avec des pays comme la Russie, avec des pays comme l'Iran, comme la Turquie, comme la Corée du Nord, etc., le Venezuela, etc. Et tous ces pays-là, chacun a un domaine où il excelle. Donc, il faut optimiser ces partenariats-là et de voir ce pays peut me donner quelle performance, quelle performance est dotée de ces pays, et en ce moment je vais vers ce pays pour essayer donc de procéder à un échange fructueux gagnant-gagnant, et de voir aussi avec un autre partenaire B qu'est-ce que je peux avoir. Donc il faut optimiser, n'est-ce pas, les relations, diversifier les partenariats. C'est dans ce sens que nous pouvons ensemble ériger un Burkina Faso de paix, de prospérité, d'émancipation et de souveraineté. Merci beaucoup, en tout cas pour être revenu sur ces points abordés par le Premier ministre. Merci, et puis on se retrouvera la semaine prochaine. Merci. Restez avec nous, nous allons tourner dans quelques vies d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Jean Wenyama Birba. Il est socio-anthropologue et responsable d'engagement avec les parties prenantes nationales de Target Malaria à l'Institut de recherche en sciences de la santé IRSS, donc du Centre national de recherche scientifique et technologique CNRST. Alors, avec notre invité aujourd'hui, on va parler justement de ce projet et puis de l'avancée également de ce projet, des inquiétudes de certains Burkinabés et puis leur rencontre récemment aussi avec le journaliste burkinabé. Bonjour à vous, Monsieur Birba. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci bien. Merci d'être sur ce plateau. Alors, avant de découvrir plus le projet Target Malaria, vous êtes responsable d'engagement avec les parties prenantes nationales de Target Malaria. Ça consiste à quoi, en fait, votre rôle? Merci bien, madame, pour la question. C'est très important de le préciser avant tout. Il faut dire qu'au niveau de l'IRSS, Institut de recherche en sciences de la santé, vous avez plusieurs pistes de recherche au niveau de cet institut. Mais précisément au niveau de Target Malaria, il faut dire que c'est une recherche qui est un processus très complet. Très complet dans le sens que ça prend en compte 3 piliers. Vous avez, c'est vrai que c'est une recherche scientifique. D'abord, cette thématique est un pilier. Vous avez aussi l'engagement des parties prenantes et vous avez la réglementation. L'engagement des parties prenantes, comme son nom l'indique, c'est plutôt le dialogue qu'on construit avec les différentes parties prenantes. Et les différentes parties prenantes, c'est qui? C'est tous ceux-là qui sont concernés ou qui sont intéressés par le sujet de recherche que vous êtes en train de mener. Et au Burkina Faso, qui parle de paludisme, parle de tout le monde. Cela dit, toute la population burkinabé constitue carrément des parties prenantes. Maintenant, ils sont répartis à différentes catégories. Voilà, vous avez au niveau de la communauté, des responsables, au niveau des villages où nous intervenons. Vous avez aussi au niveau régional, c'est-à-dire la région dans laquelle se trouvent ces villages-là, et vous avez aussi l'ensemble du pays. Voilà, c'est au niveau de l'ensemble du pays qu'on parle d'engagement avec les parties prenantes nationales et les autorités. Vous êtes un peu le pont entre le projet ou les scientifiques de ce projet et puis la population. Exactement, vous avez tout à fait compris. Merci bien. Venons-en justement au projet Target Malaria. Rappelez-nous en fait son histoire au Burkina Faso. Ça débute en 2012, non?
Oui, et il faut dire que depuis 2012, le Burkina Faso conduit la recherche Target Malaria avec ses partenaires au niveau international, africain, européen et américain. Et cette recherche a pour but de réduire la transmission du paludisme, qui était un gros problème pour nos pays africains, et à travers le contrôle en fait du vecteur. Le contrôle du vecteur, c'est simplement dire que si vous avez la maladie du paludisme dans un pays, dans une zone ou dans un espace, il faut vous rendre compte que vous avez 3 éléments principaux. Vous avez les moustiques qui transmettent le paludisme, et vous avez le parasite, c'est-à-dire ce germe ou l'agent qui est transmis par les moustiques aux humains, de sorte à ceux qui tombent malades. Et vous avez aussi les humains. Donc, pour réduire ou pour éliminer le paludisme, vous devez éliminer au moins un de ces 3 éléments. Justement, ça ne sera pas les humains. Alors, cela dit, nous ciblons à travers la recherche le parasite avec des experts, des spécialistes, des scientifiques qui sont beaucoup focalisés sur le parasite. Et vous avez aussi les moustiques, et les experts qui ciblent également ces vecteurs-là, pour voir comment on peut vraiment lutter contre ces moustiques, de sorte à ce que leur nombre baisse, et de sorte à ce qu'ils n'arrivent plus à avoir le contact avec les humains. Dans ce sens-là, vous cassez la chaîne de transmission. Et Target Malaria est inscrit justement dans ce rôle. C'est vrai que nous avons plusieurs outils déjà. On peut citer en exemple la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action. On peut également citer les insecticides d'ailleurs. On peut citer les malades et du moins les médicaments. On peut citer la nouvelle trouvaille, le vaccin qui a été expérimenté aussi au Burkina Faso. Et donc tous ces éléments-là sont des éléments qui ont été intégrés dans l'intervention au niveau du ministère de la Santé pour permettre à ce qu'on puisse aller vers la réduction de la maladie. Mais quoi qu'on dise, il faut noter que le paludisme est une maladie très complexe, du fait des individus, sinon des éléments qui permettent l'existence de cette maladie. Cela dit, il faut travailler encore à innover et envoyer des nouveaux outils qui vont permettre de baisser. Pas que ceux qui existent ne font pas le travail. Ça fait le travail, mais ils ont atteint leur limite protectrice. La limite protectrice, c'est quoi? Ça veut dire qu'ils ont réussi à baisser les cas, à baisser les décès, jusqu'à atteindre une limite où ils ne peuvent plus faire plus. Alors pour encore baisser, il faut encore un autre poids, et donc des nouveaux outils. Et c'est dans ce cadre que Target Malaria s'inscrit pour utiliser vraiment les progrès techniques et scientifiques qui existent déjà dans le monde, les connaissances nouvelles, pour cibler le problème, la source du problème qui est le moustique. On parle justement de moustiques OGM. Expliquez-nous concrètement, ou de façon simple aux téléspectateurs, ça consiste à quoi en fait cette opération-là? Merci bien pour la question. C'est vraiment très important de noter carrément en tout cas l'acte, sinon la contribution des moustiques génétiquement modifiés dans la lutte contre le paludisme. Comme je l'ai dit, suite à la limite protectrice atteinte par les outils qui existent déjà, il faut envoyer, il faut travailler, il faut permettre à ce que l'innovation nous apporte des nouveaux outils. Et pour ce qui est du moustique génétiquement modifié, c'est justement avoir un moustique, c'est-à-dire nous travaillons avec les moustiques vecteurs du paludisme, parce que dans le monde entier, il faut noter qu'il y a plusieurs espèces de moustiques. On note autour de 3500 espèces de moustiques. Mais en Afrique, à plus de 830. Et au Burkina Faso, vous avez principalement 3 de ces espèces-là qui transmettent favorablement le paludisme. Alors, le principe de Target Malaria, c'est de regarder en fait dans le développement du moustique, dans sa biologie, et regarder ce qu'on peut faire au niveau de ce moustique, de sorte à ce que le moustique lui-même soit l'outil à utiliser contre le paludisme, c'est-à-dire pour réduire sa propre densité, la taille de sa population. Et lorsqu'on regarde dans l'appareil reproducteur du moustique, vous avez des éléments, par exemple, qui sont responsables du sexe. Vous voyez, des petits moustiques, si on peut l'appeler ainsi. Et donc, si on regarde à chaque accouplement, lorsque un moustique mâle, normalement, un moustique mâle s'accouple avec une femelle, vous avez autour d'une ponte entre 50 et 400 œufs. Donc, moitié sera mâle, moitié sera femelle. Et maintenant, un des principes, c'est par exemple de voir ce qu'on peut faire, parce que les femelles ont 2 rôles dans ce sens, en tout cas ce qui regarde les humains. Il y a que, premièrement, ce sont les femelles qui piquent, et deuxièmement, ce sont les femelles qui sont responsables de la reproduction.
puisque ce sont elles qui produisent, qui pondent les œufs. Okay. Alors, si vous réduisez le nombre le ratio, sexuel, féminin, des moustiques, ça veut dire si vous réduisez le nombre des femelles, alors vous réduisez deux choses. Les individus qui piquent, non seulement mais les individus qui se reproduisent. Et au fil du temps, vous allez voir que s'il y a moins de reproducteurs, qui sont les femelles, alors il y a moins de moustiques. Donc, Target Malaria travaille à ce qu'un gène soit inséré au niveau des mâles, et ce gène va être responsable carrément de la réduction de la prolifération des moustiques, dans le sens de réduire par exemple soit les femelles, ou bien utiliser un gène qui va faire en sorte qu'au fur et à mesure que le gène est en train d'être disséminé dans la population des moustiques, que la population des moustiques baisse. Voilà, donc si je prends un exemple terre à terre, vous avez dit en termes très simples, si vous devriez en tout temps faire une activité d'élevage rentable et qu'on vous propose 2 poulaillers, si chaque poulailler compose de 10 individus de poules, du moins de 10 individus, vous avez premier poulailler, 2 coqs, 8 poules, et vous avez le deuxième poulailler, 8 coqs, 2 poules. Vous voyez, tout est 10-10. Mais je pense que le choix est tout fait. Parce que vous voulez que ce soit rentable, alors vous allez choisir là où il y a plus de reproducteurs. Bien sûr. Voilà, justement pour vraiment proliférer. Voilà, c'est plutôt l'inverse qui est recherché au niveau de Target Malaria. Un des principes, parce que les principes peuvent diversifier. Et comme la science évolue, et au niveau de Target Malaria, nous avons plusieurs d'autres principes. Mais l'idée, c'est de transmettre un gène qui va être responsable de la réduction de la population des moustiques. Alors, on a entendu parler depuis que ce projet existe de lâcher de moustiques. Vous en êtes où avec ces lâchers de moustiques et qu'est-ce que vous avez pu expérimenter concrètement? Très bonne question. Il faut dire que Target Malaria, c'est un processus. Ce que j'ai expliqué, c'est en fait le principe de la technologie. Ça veut dire un gène que vous mettez dans vos moustiques, bien sûr, à votre niveau, au niveau de vos communautés. Et lorsque vous les lâchez, l'accouplement de ceux-là que vous avez lâchés avec les moustiques qui se trouvent sur le terrain va permettre une dissémination de ce gène qui va, cette dissémination, ça veut dire le gène va passer des parents aux enfants, des enfants aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, et ainsi de suite. Voilà. Et l'impact du gène sera maintenant la réduction de la densité des moustiques. Ça, c'est la technologie finale recherchée. Mais avant d'y arriver, il y a des éléments quand même que les scientifiques ont besoin de noter. Ça veut dire des informations qu'ils doivent avoir. Premièrement, c'est de se poser la question, mais est-ce que le moustique peut avoir cette modification-là et toujours garder son comportement et se comporter même chose que ses frères, comme c'est le mâle qui est modifié? Alors, pour cette question, il a fallu une première étape pour déjà regarder cela. Et là, nous avons fait une première étape et nous avons modifié le moustique de sorte à ce qu'il soit stérile, le mâle stérile. Voilà. Comme il n'est pas capable de féconder. Qui n'est pas capable de féconder. Voilà. Justement. Ça veut dire que lorsque ce mâle s'accouple avec la femelle, vous avez des œufs, mais les œufs ne sont pas féconds. Voilà. Mais ça nous permet déjà, lorsque on les lâche dans la nature, de voir comment ils se comportent. Est-ce qu'ils vont changer de comportement parce qu'ils ont reçu la modification ou ils vont garder le comportement de leurs frères? Ça, c'est la première étape. Et cette étape que nous avons lâchée le 1er juillet 2019. Et justement, vous avez entendu parler. Voilà. Et donc, nous avons pu avoir les résultats. Tout ce que nous avons posé comme questions et objectifs ont été atteints. Premièrement, vous avez, par exemple, la participation de ces moustiques-là aux activités d'essaimage. Activités d'essaimage, c'est quoi? Je pense que chaque fois, vous avez souvent remarqué des insectes qui volent sur les têtes des gens. Ce sont des moustiques, généralement les mâles. Et c'est un principe de reproduction chez les moustiques. Et lorsque les mâles volent comme ça, les femelles viennent, ils rentrent, d'abord identifier que c'est leur espèce, ils rentrent pour chercher le mâle qui les intéresse, s'accouplent et maintenant partent chercher quelqu'un piqué pour pouvoir aller prendre les œufs. Donc, la première question, c'est de voir est-ce que les mâles que vous avez modifiés vont y aller aussi pour garder ce comportement. Ça, c'est un élément très important. Il y a aussi que nous savons en tant que experts ou scientifiques entomologistes, il y a que nous savons la distance que peuvent voler les moustiques de cette espèce que nous ciblons. Alors, on va voir, est-ce que parce que vous l'avez modifié, il va voler plus ou il va voler moins?
Voilà, tout ça, ce sont des éléments qu'il fallait en tant que les scientifiques comprennent depuis la première étape. Il y a même la durée de vie. Un moustique, ça vit en moyenne 1 mois. Voilà. Est-ce que parce qu'il est modifié, il va vivre moins ou bien il va vivre pendant longtemps? Alors tout ça, ce sont des éléments qu'on a pu collecter comme information lors de lâcher du 1er juillet 2019. Okay. Et tout est vraiment, en tout cas, comme on le souhaitait, concluant. Très encourageant d'ailleurs maintenant pour passer à la deuxième étape. Avant d'aller à la deuxième étape, est-ce que pour 2019, vous avez publié les résultats par exemple, après avoir lâché ces moustiques-là, et quand vous avez conclu les choses, est-ce que vous avez publié ces résultats-là pour que ça soit accessible à la population? Bonne question, parce que c'est vraiment une question que beaucoup de parties prenantes, je veux dire, la population nous pose. Mais justement, ce sont des choses qui ont été publiées. Ces résultats sont publics. Même tout à l'heure, si vous rentrez sur l'Internet, et puis vous tapez, vous allez carrément voir ces résultats. Ce sont des choses publiques. Mais lorsque, je parlais au départ que cette recherche est fondée sur 3 piliers. La recherche scientifique, l'engagement des parties prenantes, et vous avez la réglementation. Dès que vous avez des éléments que vous devez conduire au niveau de la recherche, vous devez faire part à la réglementation, que vous envoyez un dossier. Et si vous avez carrément effectué l'activité, les résultats également, vous les compilez et vous envoyez également à cette réglementation. Voilà. Et sinon, en dehors de cela, les résultats sont publics. Donc ensuite, après 2019, deuxième phase? Oui, après c'est lâché avec tous les résultats que nous avons pu mettre ensemble, compiler, envoyer à l'ANB, l'Agence nationale de biosécurité. Nous sommes passés maintenant à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? Comme je l'expliquais, premièrement, c'est d'abord de voir si le moustique peut vivre avec la modification. C'est ce que nous avons fait avec la première étape. Au niveau de la deuxième étape, rappelez-vous que je disais que la technologie, le principe, c'est de pouvoir transmettre, c'est-à-dire permettre à ce qu'un gène soit transmis de génération en génération, de sorte à créer l'impact. Alors, au niveau de la deuxième étape, ce qu'on va regarder, c'est beaucoup plus le mode de transmission du gène. On va voir, voilà, est-ce que le gène, au cas où le moustique est fertile, peut maintenant passer d'une génération à une autre, et à quelle vitesse, et comment est-ce que le gène peut être introduit également au niveau de la population, voilà, sauvage, je veux dire, les camarades qui n'ont pas reçu la modification, qui sont restés carrément au niveau des communautés. Alors c'est là que nous sommes au niveau de la deuxième étape, et nous avons dénommé cette étape le moustique génétiquement modifié, mal biaisé, sans impulsion génétique. Et qu'est-ce que cela veut dire? Chaque terme compte. C'est d'abord un mâle qu'on a modifié de sorte à ce que lorsqu'il s'accouple avec la femelle, il y a de la progéniture, ça veut dire la femelle va pondre des œufs qui vont éclore, mais dans l'éclosion, vous allez voir que la majorité carrément de ces individus-là, c'est-à-dire les petits moustiques, sont des mâles. Voilà. Les mâles qui ne transmettent pas le palud. Justement. Donc, les mâles qui ne transmettent pas le paludisme. Mais à la différence de la troisième étape, c'est que quand je dis en dernier moustique mal biaisé sans impulsion génétique, le sans impulsion génétique est très important. Cela signifie que il n'y a pas une domination de ce gène qui va lui permettre de continuer à se transmettre. Non. Ça veut dire que le gène va se transmettre à quelques générations et ça va s'arrêter de lui-même. Ça veut dire, ça c'est naturel en fait, ce n'est pas dû carrément à la modification. Mais voilà, cela dit, tout ce que vous envoyez dans l'environnement, si vous ne lui apportez pas un soutien pour lui donner une domination, ben ça disparaît. Mais d'ici que ça disparaisse, on aurait déjà regardé toutes ces informations et collecté toutes ces informations-là que nous voulons au niveau de ces moustiques à lâcher pour la deuxième étape. D'accord, la deuxième étape. Donc, ça veut dire que vous êtes à la deuxième étape? Oui, nous sommes à la deuxième étape, oui. Et pour chaque étape, vous avez des phases. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Birba, est-ce que justement ce projet a été expérimenté ailleurs dans le monde? Target Malaria, est-ce que ça a été un succès aussi? Ailleurs. Il faut noter qu'il y a beaucoup de types de modifications génétiques sur le moustique. Mais pour ce qui est du paludisme, il faut dire que c'est la première fois qu'on modifie et on cherche à ce que, carrément dans le cas du paludisme, voilà, qu'on arrive quand même à trouver une technologie qui ait le potentiel d'aider, de contribuer à l'élimination du paludisme.
Mais est-ce que vous n'avez pas, peut-être, il n'y a pas à s'inquiéter, parce que si ça n'a pas été expérimenté ailleurs et que le Burkina se lance dans ce projet avec bien sûr l'accompagnement de financement externe et tout, est-ce qu'il n'y a pas de risque? Pourquoi se lancer dans un projet dont on c'est pas peut-être sûr qu'on puisse arriver à éliminer le palu à travers ce projet, puisque c'est pas, ça n'a pas réussi ailleurs, on n'a pas encore tenté ailleurs. Justement, il faut, dans votre question, je décerne carrément 3 éléments. Je commence par le premier. Et dire très simplement que lorsque vous avez un problème en tant qu'Africain, je pense que c'est à vous de chercher la solution à votre problème. Et il faut que nous quittons l'espace confort de passivité et nous rentrons dans un espace vraiment d'action. Le paludisme, nous avons oublié peut-être de le rappeler au départ, est un gros problème pour l'Afrique. Lorsque vous prenez rien que l'année 2023, vous avez autour de 600 000 décès dans le monde, dont les 95% se sont effectués dans le continent africain. Cela dit, ce n'est pas en attendant que les autres viennent avec ce qu'ils ont conçu pour vous que vous allez vous en sortir par rapport à ça. Je ne pense pas. En tout cas, les Africains doivent construire, regarder à travers la connaissance. Quand on parle de science, ce sont des connaissances universelles. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour rencontrer les défis et les relever? Voilà, ces défis qui sont propres à nous. Maintenant, quand vous parlez des risques, justement, le risque, il est partout. C'est un élément également universel. Je suis convaincu que lorsque vous veniez carrément ici, au niveau du service, vous avez mis votre ceinture, ou vous avez porté votre casque, justement parce que vous savez que vous partez, c'est nécessaire que vous y allez. Mais vous prenez les précautions. Et dans ce sens-là, au niveau de la recherche Target Malaria, vous n'imaginez pas les précautions qui sont en train d'être prises. Il faut aller de manière prudente. C'est d'ailleurs pourquoi le processus a été subdivisé en étapes. Une première étape qui permet quand même de regarder non seulement l'objectif recherché pour la collecte d'informations scientifiques, mais aussi les éléments liés à la sécurité. La deuxième étape également, pour confirmer cela, et également avancer sur la troisième étape. Donc tout ça, ce sont des éléments carrément qui constituent des éléments de préoccupation. Mais en dehors de cela, je disais tantôt que vous avez des autorités réglementaires, et au Burkina Faso, nous avons une loi. Le Burkina Faso a une loi, voilà, par rapport à tout ce qui est biotechnologie, voilà, qui dit qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire et avec qui il faut le faire et à quel moment. Ce sont des éléments essentiels. Et Target Malaria a un respect scrupuleux par rapport à toutes ces lois. L'ANB existe, l'Agence nationale de biosécurité, mais en dehors même de l'ANB, vous avez également l'Agence nationale des évaluations environnementales, qui se trouve dans un autre ministère, au niveau du ministère de l'Environnement. Vous avez aussi d'autres autorités réglementaires qui existent, comme par exemple le comité d'éthique de recherche en santé. Qui ont donné leur OK pour le projet. Le OK de toutes ces structures est un préalable avant de passer à toute chose. Mais par-dessus tout, il faut noter que nous travaillons avec des communautés. Même à ces communautés-là, il faut une acceptation. Tant qu'ils ne sont pas d'accord, vous ne pouvez pas. Pas parce que vous êtes l'État, mais vous ne pouvez rien réaliser avec les communautés tant qu'ils ne sont pas d'accord. Ça, c'est vraiment pour... comme vous êtes dans des phases d'essai et tout, c'est peut-être discuter avec les communautés des localités où vous expérimentez. Mais sinon, je ne suis pas sûre que tous les Burkinabés ont donné leur OK pour que vous puissiez même mener ce projet de Target Malaria. Est-ce que vous avez eu l'avis ou sinon le OK de tous les Burkinabés? Justement, lorsque vous avez tout ce système étatique qui existe et vous avez aussi toutes ces lois, vous savez, tout fonctionne sur la base des lois. S'il n'existait pas de loi, c'est là que le problème pourrait se poser. Mais dès lors que vous avez des lois et des autorités réglementaires, sur cette base, vous devez respecter carrément ces lois. Et tant que vous respectez ces lois, vous êtes sûr quand même de marcher sur, en tout cas, des bonnes positions. Cela dit, la loi au niveau du Burkina Faso par rapport à la biotechnologie ne dira pas d'aller demander partout, par exemple, les 26 millions, demander leur accord carrément chez eux à la maison avant d'intervenir. Et dit clairement que les communautés concernées directement par les activités de recherche que vous allez entre-temps conduire, vous devez avoir leur
accord avant de procéder à toute activité avec elle. Mais cela ne veut pas dire que, non, que ceux qui sont aussi ailleurs ne doivent pas avoir l'information. Parce qu'après, si vous essayez puis ça marche, vous allez l'appliquer partout, non? Oui, il faut dire, oui, mais tout ça, ce sont des étapes en fait. Okay. Et vous avez bien fait de poser cette question parce qu'en fait, c'est bien de noter que nous sommes à une phase de recherche et non à une phase d'intervention. Voilà. Voilà. Et donc, il faut dire que par exemple, nous avons aujourd'hui la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action que nous utilisons. C'est utilisé même pas partout au Burkina seulement, mais plutôt partout dans le monde où le besoin se fait sentir. Justement, mais si je vous disais par exemple que l'idée de d'avoir une moustiquaire imprégnée d'insecticides vient du Burkina, est-ce que vous allez me croire? Mais c'est parti avec des activités que nous avons faites avec des communautés. Voilà. Et dès que les résultats sont bons et que la technologie est efficace, alors maintenant on passe à la vulgarisation. Et cela ne vient pas également du simple fait de l'IRSS ou des techniciens qui travaillent sur le projet. Ça vient plutôt d'une décision en fait du pays à travers peut-être les interventions comme le ministère de la Santé de dire ok, nous avons besoin de technologies pour associer aux différentes technologies que nous avons déjà comme la moustiquaire, les insecticides, les médicaments. Alors nous prenons également la technologie de Target Malaria pour associer afin de combattre au mieux le paludisme. En plus, c'est l'IRSS, hein, c'est étatique, il faut le rappeler. Hein. Ce sont des chercheurs de l'État qui mènent ce projet. Vous le dites si bien. Il faut dire que lorsque vous prenez le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, MESRI, vous avez en son sein plusieurs départements. Il y a un département bien sûr dédié à la recherche scientifique et technologique, dont vous avez mentionné au départ, le Centre national de recherche scientifique. C'est vrai, il y a des instituts et des centres également de recherche qui sont ailleurs, qui ne sont pas forcément au niveau du ministère de la Recherche, mais au niveau du ministère de la Recherche, c'est vraiment ce centre-là qui soit est chargé de conduire, de mener des activités de recherche, soit de les coordonner. Voilà. Et vous avez aussi les universités qui ont aussi des laboratoires de recherche et tout ça. Donc tout concourt quand même à ce qu'en tout cas on trouve des solutions pour nos problèmes au niveau du pays. Mais ce qu'il faut noter, c'est que au niveau du CNRST, c'est-à-dire le Centre national de recherche scientifique et technologique, nous ne pouvons pas faire la recherche à tout azimut, à créer des instituts qu'il a spécialisés. Vous avez l'INERA, que vous avez bien entendu, Institut d'environnement et de la recherche agricole. Vous avez l'IRSAT, vous avez l'INES et vous avez l'IRSS. Et chacun est spécialisé dans un domaine bien précis. Et pour l'IRSS, c'est la santé. C'est ça. Alors, M. Birba, pour rester sur peut-être maintenant le financement, on sait que la recherche coûte cher, forcément. Et pour ce projet-là, qui finance? Bonne question, parce que c'est également une question que plusieurs ont posée et je pense que beaucoup de polémiques viennent de là. Beaucoup de polémiques. Mais tout dépend de l'objectif que vous recherchez. Déjà, ces scientifiques qui travaillent sur le projet Target Malaria, ou pas seulement le projet Target Malaria, qui travaillent dans le domaine de la recherche scientifique, dans le cas de la recherche de solutions, ce sont des fonctionnaires étatiques, ce sont des fonctionnaires burkinabés, payés par l'argent du contribuable. Voilà. Et les laboratoires dans lesquels le projet conduit ses activités, c'est également un laboratoire, c'est un local situé dans l'enceinte de la direction régionale de l'ouest de l'IRSS, qui est également, on va dire, un investissement étatique de l'IRSS, du CNRST. Et tout ça, ce sont des éléments mis ensemble. Mais il faut noter qu'il y a des activités pour lesquelles on a besoin de soutien. Voilà. Et ce qu'il faut noter, c'est que, par exemple, Target Malaria, c'est un projet plutôt quand on a obtenu le financement, c'est-à-dire les financements existent partout dans le monde. Là où les Chinois partent chercher le financement pour certaines recherches, nous également, nous y allons. Là où les Thaïlandais partent chercher des financements pour certaines de leurs recherches, nous y allons. Nous y allons également. Vous avez, partout dans le monde, il y a des structures, des fondations, des corporations qui proposent des financements, mais sur la base de compétition. Ok. Pour Target Malaria, vous êtes allé taper à la porte de qui? C'est pas seulement une personne, parce que c'est ou du moins une structure. Vous avez, au niveau de Target Malaria, vous avez la fondation Bill et Melinda Gates, qui finance la recherche, mais vous avez aussi Open Philanthropical Project et vous avez 7 autres structures ou sinon fondations qui financent la recherche venant de l'Afrique, venant de l'Europe et venant également de l'Amérique. Il faut noter que ces financements ne sont pas obtenus sur la base
d'aide ou quoi que ce soit, c'est vraiment de la compétition. Non seulement de la compétition, parce que quand vous parlez de Target Malaria, il faut noter que c'est lors d'un lancement d'appel à projet pour relever les grands défis du monde que les Burkinabés ont soumis et ont compétit avec plus de 100 autres dossiers pour avoir quand même la chance d'être financé et aider l'État burkinabé à mener à bien cette recherche. Donc il faut noter que ce sont des éléments qu'il faut mettre en compte. Mais ce que je veux souligner également, c'est quelque chose, parce que très souvent, lorsqu'on entend souvent les financements, les gens se disent, si la Fondation Bill et Melinda finance, c'est qu'il y a un problème ou il y a ci, il y a ça. Très simplement, qui n'utilise pas un élément impliqué dans les travaux de Bill et Melinda Gates? Vous avez des ordinateurs, n'est-ce pas? Et tous ces ordinateurs-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des éléments, il y a des logiciels, il y a du matériel, il y a des éléments qui sont venus carrément particulièrement maintenant, pas la fondation, mais des structures de Bill et Melinda Gates, que vous avez payé avec votre argent, n'est-ce pas? Donc cela dit, à un moment donné, il y a la possibilité d'aller aussi chercher ce petit-là, par exemple, vous donnez 100 000 à quelqu'un, vous lui demandez après 25 francs. Je ne suis pas sûr qu'il va vous refuser. Donc, mais ce n'est pas des demandes, c'est plutôt des compétitions. Il faut bien que les gens retiennent vraiment cela. Ce n'est pas compétit avec un projet, vous avez obtenu le exactement. Financement. Il va coûter combien tout ça là? Nous ne pouvons pas, à partir de maintenant, évaluer la recherche, puisqu'elle n'est pas encore terminée. Voilà, mais au fur et à mesure qu'on avance, certainement que d'ici la fin, nous pourrons carrément savoir le coût de la recherche. Mais ce qui est très important, c'est que à partir de l'objectif en fait de la recherche, qui est de développer et de partager de nouvelles technologies pour la lutte antivectorielle, on parle maintenant de partager. Cela dit, il y a que dès que nous avons la technologie, puisque nous savons que le paludisme frappe les Africains, et quand vous partez au fond et vous regardez carrément ceux qui sont impliqués également dans cette recherche, de part et d'autre, où les recherches connectées qui sont en train d'être menées, c'est carrément pas des Africains. Beaucoup des Africains. C'est vrai, ils ont des partenaires au niveau de l'Europe, au niveau de l'Amérique du Nord, mais ce sont des Africains qui sont en train de rechercher leurs outils. Alors, ils ont travaillé de sorte à ce que, dès que la technologie est là, il n'y a pas à acheter. Il n'y a pas de licence collée à ça. Elle sera gratuite. Et tout pays qui souhaiterait utiliser la technologie pour lutter contre le paludisme dans sa zone, n'a qu'à faire la demande. Vous avez parlé de polémiques, souvent aussi de critiques de votre projet. Alors, il faut le dire, il y a une coalition justement d'OSC donc qui émet des réticences, en tout cas concernant votre projet, surtout quand on parle de moustiques génétiquement modifiés, qui émet des inquiétudes, qui dit peut-être qu'après, vous allez lâcher ces moustiques-là, vous allez modifier et lâcher ces moustiques-là. Mais après, même si on réduit le problème du palu, est-ce que ça ne risque pas de créer d'autres problèmes? Vous avez entendu aussi certainement leur sortie. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous répondez? Merci pour la question. Il faut noter d'abord que au niveau de la recherche Target Malaria, vous avez l'engagement des parties prenantes. Et sur la houlette de ce grand pilier important au niveau de la recherche, vous avez beaucoup de dialogues que la recherche conduit avec les parties prenantes. Au niveau des communautés où nous travaillons directement, au niveau des autorités régionales, à partir de Bobo et de toute la région de l'Ouest, et au niveau national, c'est-à-dire au niveau de tout le pays, il y a une façon, il y a une stratégie d'engagement des parties prenantes que nous avons élaborée sur la base de laquelle nous sommes en train de travailler à informer, à maintenir ce dialogue-là avec les différentes populations. Et c'est un processus vraiment inclusif, évolutif et qui est beaucoup transparent. La recherche est scientifique, avec des preuves scientifiques. Et donc, ce sont des éléments qui sont faciles à communiquer à la population. Lorsque je dis facile, c'est pour dire dans la transparence. Maintenant, traduire un terme scientifique en un terme vraiment simple à comprendre, c'est là que peut-être le problème peut se poser. Et donc, dans ce sens, nous n'excluons personne. Que vous soyez pour, que vous soyez contre, nous vous donnons des informations. Et l'objectif, un des objectifs derrière tout ça, c'est d'ailleurs de réussir à collecter les préoccupations des uns et des autres. Nous avons rencontré les autorités religieuses, les autorités traditionnelles et coutumières, les autorités administratives, et partout nous faisons ces dialogues-là avec les étudiants également, avec les agents de santé et partout. Et donc c'est pour voir les sensibilités qui peuvent vraiment être autour de la question de
modification génétique du moustique et d'y répondre scientifiquement. Voilà. Mais est-ce qu'après, vraiment concrètement, est-ce qu'après, ça risque aussi de créer d'autres problèmes? C'est vrai que c'est la phase expérimentale, mais si vous luttez contre le paludisme et puis après ça crée d'autres maladies, il faut encore trouver d'autres solutions. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont sceptiques quand on parle d'OGM, vu que nous-mêmes on veut encourager à repartir pour le bio, en ce qui concerne la nourriture et autres. Est-ce que quand on parle d'OGM, on risque pas aussi de se retrouver avec d'autres problèmes? C'est l'assurance qu'on veut avoir. Bonne question. Et déjà avant de commencer, dès lors que nous voyons même un problème à travers la modification génétique de ce moustique, nous serons les premiers à arrêter et nous serons les premiers à vous informer. Déjà à partir de là, mais je peux dire clairement, comme je l'avais dit, il y a carrément toute une prudence qui est mise et une sécurité qui est mise dans le cadre de cette recherche. Et à partir de tout ce que nous sommes en train de faire comme activité, je disais tantôt que le projet a été structuré par étapes, notamment pour permettre à ce qu'on regarde tout ça de près. À la fin, nous voulons une technologie efficace, c'est vrai, mais une technologie sûre. Une technologie sûre, dans le sens que il ne faut pas en créer plus qu'il n'en faut de problèmes. Mais à l'heure où nous parlons, cette journée a commencé certainement à partir de 0 heure et va prendre fin à partir de 24 heures. Et vous allez remarquer que si vous prenez les chiffres que nous avons ici au pays, madame, durant cette journée, mathématiquement, vous allez perdre 10 personnes, 10 Burkinabés. Et demain encore, vous allez encore perdre 10 Burkinabés, dû au paludisme. Pour le moment, c'est quoi notre problème? Le paludisme. Donc, il faut lutter contre ça. Voilà. On verra, et en espérant qu'il n'y ait pas d'autres problèmes. Tous les garde-fous sont vraiment pris en compte, vraiment dans cette recherche. Au niveau, je ne pense pas que l'État burkinabé va conduire une recherche qui va aller à l'encontre du bien-être de la population. Ok. Et même si aujourd'hui il y a des OSC qui sont contre, ça ne va pas vous arrêter. Vous ne laissez pas tomber. Nous travaillons avec justement les OSC. Et je ne vous dis pas le nombre d'OSC avec lesquels nous travaillons. Moi, je parle des OSC qui sont contre M. Birba. Oui, en fait, c'est comme je l'ai dit, même eux également sont informés. Plusieurs fois, nous les rencontrons, nous échangeons, nous dialoguons avec eux, ils posent des préoccupations et nous regardons les préoccupations sur des bases scientifiques. Voilà. Et donc, si toutefois il arrive qu'ils ont des préoccupations qui ont des bases scientifiques, nous les prenons en compte et nous investiguons vraiment là-dessus. Maintenant, il y a, par exemple, je ne sais pas si vous avez quelques préoccupations dont ils posent, on pourrait également vous répondre par rapport à cela. Mais quoi qu'on dise, il faut dire que nous travaillons vraiment dans une transparence absolue. Ça, c'est un. Et deuxièmement, à ce que la technologie qui va sortir à l'issue de cette recherche soit une technologie sûre et efficace. Alors, une dernière question, Michel, que le temps est terminé. Par rapport au financement ou, disons, aux institutions aussi qui sont impliquées, on parle de la DARPA, donc qui est une institution américaine, mais on parle d'institution d'armée américaine. Qu'est-ce que l'armée vient faire dans la santé? Bonne question, parce qu'en fait, il faut noter déjà que quand on dit ces structures que vous avez notées et que vous avez signifiées, je ne sais pas comment est-ce que vous avez eu ces informations que DARPA finance la recherche Target Malaria. Oui, impliqué. Impliqué, je ne sais pas de quelle implication il s'agit, mais il faut noter que les laboratoires dans le monde entier sont beaucoup connectés et les scientifiques sont de plusieurs horizons. Dans la recherche Target Malaria, vous avez jusqu'à plus de 130 experts qui travaillent dans ce consortium et donc avec plusieurs instituts et centres de recherche. Dans ce sens-là, si DARPA travaille avec un des centres, mais pour autre domaine ou pour autre sujet, voilà, peut-être que vous pouvez appeler ça implication. Peut-être que c'est de cela il s'agit. Sans quoi je ne suis pas encore sûr, voilà, que DARPA est impliqué ou sinon, voilà, travaille dans le cadre du projet Target Malaria. Je n'ai pas encore cette information. Mais il faut aussi noter que les armées que vous le dites, ben, au niveau de l'armée, vous avez aussi des médecins, vous avez aussi des scientifiques, vous avez également des éléments essentiels que vous pouvez utiliser également dans le monde civil. Si ça peut résoudre le problème, ça se va. Mais DARPA ou sinon l'armée américaine ne conduit pas le projet Target Malaria.
Merci beaucoup, Monsieur Birba. Alors, il faut noter qu'il n'y a pas longtemps, vous avez rencontré aussi la presse burkinabé. C'était justement faire le point sur l'état d'avancement de ce projet Target Malaria. Malheureusement, notre temps est terminé. On va devoir s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Je rappelle que Monsieur William Birba, Monsieur William Birba est donc notamment que je me retrouve. Monsieur Jean-William Birba est socio-anthropologue et responsable d'engagement avec les parties prenantes nationales de Target Malaria. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Il est bien installé sur notre plateau. Il s'agit donc d'un des membres du groupe Génération 2000, groupe humoristique qui célèbre 35 ans de carrière quand même. Et nous, on l'appelle Jones ou Johnny. Bonjour à toi, Jones. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, Abzeta. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent de par le monde entier. Merci d'être sur ce plateau. On va dire que les choses se précisent encore mieux pour ce qui concerne donc cette célébration. La dernière fois, tu étais avec ton binôme pour parler de ces 35 ans de carrière. C'était important quand même de marquer cette année. Oui, il faut marquer une pause après un certain moment pour voir un peu comment les choses ont évolué jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi une invite à l'endroit de tous ceux qui doivent se déplacer ce jour-là pour au moins voir la chronologie un peu du spectacle qui parle en fait de notre parcours. Okay. Voilà, il y a eu des embûches, il y a eu beaucoup de petits soucis, il y a eu aussi des bons moments, mais tout ça, ça sera dans le rire. Donc, ça sera teinté aussi par la présence des artistes musiciens. Okay. Et nos collègues, les humoristes, seront là. Donc, c'est une fête artistique, on va dire ça comme ça. Voilà, tout le monde est dedans, on fait la fête, il y aura la danse dedans, il y aura la musique, il y aura de l'humour. Voilà un peu comment les choses vont se passer. Est-ce que là, c'est une mise en scène d'ensemble que vous avez eu à faire? Voilà, avec tous les acteurs. Avec tout le monde, c'est une mise en scène avec tout le monde. C'est-à-dire que nous, on joue et il y a ce qu'on appelle des inserts. Et pendant qu'on joue, telle personne peut intervenir dans le spectacle, faire son pré-show, après il repart, une autre personne vient en fonction du parcours. Voilà, on va illustrer avec des choses, notre tuteur sera dans le spectacle et puis après, il y a notre premier départ sur la France en 97. Ah oui, c'est carrément la vie de Génération 2000 jusqu'à la décoration où on a été décoré. Celui qui va nous décorer est un humoriste aussi et tout. Et on ne peut pas tout expliquer parce que si on explique tout, il n'y a plus de goût. D'après mon collègue Benga Kabakuru qui dit, bon, on préfère laisser comme ça parce que si on explique tout là, bon, maintenant qui va venir regarder. C'est ça. Voilà. Et puis donc ça veut dire que si tu es un jeune, tu ne connais pas très bien, Génération 2000. Tu payes ton ticket, tu viens t'asseoir au spectacle et tu suis leur vie avec leur carrière en 35 ans. Voilà, 35 Super. ans. Et quels sont ces jeunes humoristes aussi qui seront peut-être avec vous? Alors, les jeunes, il y en a beaucoup. Il y a ceux qui ont fait l'école de camp vacances humour. Que tu pilotes. Voilà, que je pilote, qui seront là. Il y a ceux que vous connaissez aussi. D'habitude, il y a le Présidente, il y a la Jaguar, il y a Moussa Petit Sergent. En fait, c'est un spectacle où tout le monde sera vraiment dedans. Il y a Mister 100%, voilà, qui va jouer le rôle de notre enseignant, parce que tout est parti quand même sur les bancs. Donc, il y a toutes ces personnes-là qui vont jouer. Et puis, je tiens honnêtement et sincèrement à dire merci aux étudiants. Voilà, aux étudiants d'abord de façon générale, en particulier à ceux de l'ISPP, qui ont vraiment fait des vidéos qui m'ont touché. Voilà, ils n'ont même pas 25 ans. Ils ont entre peut-être quoi, il y en a qui ont 19 ans, 20 ans, 21 ans, mais qui te font des vidéos qui te parlent de Génération 2000, qui sont allés se ressourcer à travers nos vieilles vidéos et qui voient vraiment qu'il faut qu'ils viennent. Donc déjà, ils ont déjà pris les tickets et les tickets sont déjà disponibles au numéro que je vais donner tout à l'heure et puis aussi allez-y au Sénasa. En fait, c'est une fête, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Et je le dis souvent, si vous ne venez pas au spectacle de vos propres artistes, comment vous voulez qu'à l'international les choses puissent aller. Voilà. Et j'aime toujours dire que quand je parle de moi, il faut que je parle de quelqu'un d'autre. Je n'aime pas trop quand on essaie de dire tu ne parles que de toi, tu ne parles que de toi. Et c'est une invite aussi, voilà, à l'endroit de mon jeune frère Floby, le 3 mai, pour dire que je parle de mon spectacle, mais je peux parler du spectacle d'une autre personne. Et c'est cette solidarité qui peut nous amener loin. Tout comme lui, quand il sort pour parler de son activité, il parle de notre activité humoristique. La preuve en est qu'il a pris part aux 25 ans avec les Emilo, avec Dico Fils. Ils sont beaucoup. Donc venez
Et le rendez-vous, c'est déjà demain. C'est demain. Voilà. C'est demain, et demain c'est la veille de la fête du travail, qui est en étroite lien avec le thème qui dit que l'humour est un emploi. D'accord. Voilà. C'est important, hein? Il faut quand même qu'on puisse réfléchir à ça pour que les humoristes vivent pleinement de leur métier. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples aussi aujourd'hui. Par exemple, mon grand frère, El Presidente, lui, qui a fait sociologie à l'université. Après, bon, il s'est retrouvé dans l'humour. Je pense qu'il a laissé tomber la sociologie. Bon, alors, Jonas, demain, il faut payer combien pour entrer? Alors, tu débourses la somme de 10 000 francs pour pouvoir avoir accès au CENASA. Au CENASA. Et on a donné un coup de main aux étudiants. Voilà, pour leur dire. C'est important, tu penses toujours aux étudiants. Oui, c'est très important. Il faut préparer la relève et puis il faut faire de telle sorte que tu ne sois pas gourmand toute ta vie. Voilà, il faut permettre aux plus jeunes de pouvoir s'asseoir un jour et de parler de toi. Si tu ne veux pas partager le savoir, tu vas souffrir un jour. Aujourd'hui, je suis fier. La dernière fois, Loukman a fait son spectacle. Puis la salle était pleine. Bon, je suis très heureux pour lui. D'accord. Donc 10 000 francs pour tout le monde. Voilà. Et pour les étudiants? Pour les étudiants, on va leur faire des mi-tarifs comme d'habitude. Ils savent comment ça se passe. Mais on leur dit, la plupart du temps, sur le lieu là-bas, c'est difficile. C'est tout juste ce qu'on dit. C'est de le faire à partir de demain midi, là, c'est fini. Sur place, les tickets sont à 10 000. Bien sûr. Voilà. D'accord. Et le contact pour avoir les tickets? Alors, les contacts, c'est d'appeler au 76, au 61, au 67, 44, au 70, au 62, 55, 01, au 78, au 63, 83, 84. La précision est de taille. Tu es jeune, tu es étudiant, tu veux les tickets aujourd'hui, appelle sur ces numéros. Demain, là, si tu viens sur les lieux à la porte, c'est 10 000, c'est comme ça. D'accord. Voilà, parce que souvent dans la communication, quand tu ne parles pas, les gens suivent la télé, ils ont dit, non, ils ont dit que c'est 5 000. Non, on n'a pas dit que c'est 5 000. On dit, étudiant, tu es jeune, on vous aime bien. Aujourd'hui, là, il faut le faire, tu appelles. Dès demain, sur les lieux du spectacle, c'est fini. D'accord, merci. Ça, c'est uniquement que les étudiants. Bien sûr. Voilà, et les élèves. Et les élèves. Voilà. D'accord, ton mot de fin rapidement, il l'invite à l'endroit des populations. Le mot de fin, c'est toujours de dire merci à cette belle radio, cette belle télé qui nous reçoit à chaque fois qu'on a des activités. D'ailleurs, vous êtes partenaire, vous avez vu un peu sur le spot. Et puis, inviter tous ceux qui m'écoutent actuellement à travers la télé, à travers la radio. Venez, nous allons rire du singulier au pluriel parce que le rire est thérapeutique, le rire c'est la santé. Bien sûr, et c'est demain, donc à partir de 20h. À partir de 20h. Au CENASA. Au CENASA. Le prix d'entrée c'est 10 000 francs. 10 000 francs. Pour célébrer les Génération 35 ans. 2000. Et c'est justement 35 ans de carrière. Merci beaucoup, Jonas. Merci. Merci bien. Et à la prochaine. À la bon prochaine. Spectacle. Merci. Et vous, on vous dit au revoir ici également, puisque le temps est parti. À cette émission est terminée. Allez, on se retrouve demain. Inch'Allah. Cuss.